Hello tout le monde, alors voilà, comme promis depuis quelques temps, après mon plan de tour intérieur, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ma terrasse avec donc le plan de tour de toutes mes plantes d'extérieur que je cultive ici sur ce petit espace. Donc vous l'aviez peut-être déjà vu dans ma vidéo plan de tour de l'année dernière. C'est une terrasse qui fait à peu près 25 mètres carrés, donc j'ai quand même de quoi faire. Mais évidemment ça suppose des contraintes particulières. Déjà le fait que je n'ai pas de sol, donc tout se fait évidemment dans des pots. Et en plus je suis sur une terrasse de toit, donc un rooftop. Ce qui fait que c'est un espace très exposé au vent, au soleil. Il fait toujours très chaud ici, le soleil tape énormément et dès qu'il y a du vent on a vraiment toutes les rafales qui passent ici et qui fouettent toutes les plantes. Donc voilà, c'est des conditions un peu particulières, en plus évidemment du climat d'Amsterdam qui est un peu différent peut-être de celui de la plupart des régions de France, même si je vous avoue que depuis quelques années les printemps et les étés sont de plus en plus doux et chauds, donc voilà, ça se rapproche peut-être de plus en plus, mais ça reste quand même un climat globalement plus humide et un peu plus frais. Donc voilà, ça c'est des choses que je prends aussi en compte. Mais voilà, comme vous voyez, ça n'empêche pas de cultiver plein de choses. Et encore, là c'est la version printemps, donc en été c'est encore beaucoup plus fourni avec toutes mes plantes potagères, etc. Mais bon, je vais vous expliquer ça en temps voulu. En attendant, voilà, j'espère que cette petite visite vous détendra, qu'elle sera agréable pour vous, notamment si vous êtes coincé chez vous en ce moment sans espace extérieur. J'espère que ça vous apportera un petit bol d'air frais et surtout plein d'inspiration pour vos prochains projets de jardinage. Voilà, allez, c'est parti, je vous emmène. Alors si vous voulez bien, on va commencer par ici. Et ça fait sens puisque les plantes qui sont sur cette petite table basse sont en fait des plantes qui sont mi-intérieures, mi-extérieures, c'est-à-dire qu'elles sont dehors seulement en saison, donc on va commencer par là. Alors ici, les deux petits arbres que vous voyez là et là, ce sont mes calamondins. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que voilà, je vous les avais montrés l'année dernière, j'en ai pas mal parlé sur Instagram. Et aussi il y a un article spécifique sur le blog sur comment en prendre soin, etc. Comme d'habitude tout sera expliqué et listé sous cette vidéo. Donc voilà, ces deux petits arbustes ont été tout l'été dernier sur la terrasse et je les ai rentrés ensuite à l'automne. Donc ils ont passé l'hiver à l'intérieur et évidemment comme c'est pas leur milieu naturel, ça pose toujours un peu des problèmes pour toutes les plantes, c'est assez normal. Par exemple ici, les petits problèmes que j'ai eu, je pense que vous verrez, c'est qu'il y a des feuilles qui ont poussé pendant la saison où ils étaient en intérieur et du coup ces plantes manquaient de nutriments, peut-être même de lumière. Ils ont eu, je pense aussi, un petit peu de problème de chlorose, c'est-à-dire que l'eau du robinet ne leur plaît pas forcément beaucoup et j'ai pas toujours le réflexe de la laisser reposer avant de les arroser. Donc voilà, les feuilles ont tendance à être un peu palichonnes. J'ai un peu la même chose de ce côté-ci, mais peut-être un petit peu moins fort. Voilà, ce sont des feuilles un peu décolorées, on voit elles sont un peu jaunâtres avec des veinures qui restent vertes, c'est assez typique. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je les ai remis dehors, comme vous voyez, ça fait quelques jours, même quelques semaines maintenant qu'ils sont dehors, sachant que je les remets quand même en intérieur la nuit quand il fait trop frais. Mais en plus je leur ai évidemment apporté une nouvelle dose d'engrais, je recommence à les nourrir régulièrement. Donc voilà, j'espère que ça ira un petit peu mieux. Pour l'instant, voilà, le phénomène n'a pas changé, mais j'ose espérer que les nouvelles feuilles devraient être un petit peu en meilleure santé. Dans le même genre, ici, on a mon règne pour lime. Donc c'est un citron vert en fait, mais qui est orange. Et il a eu exactement le même problème, comme vous voyez, avec ses feuilles décolorées. Ça ressemble vraiment à de la chlorose. Donc voilà, j'espère que ça s'arrangera si je fais un petit peu attention à laisser reposer l'eau avant de les arroser. Et ici c'était une nouveauté trouvée l'automne dernier il me semble, c'est un citron meilleur, un citronnier meilleur plutôt. Donc vous voyez ça fait des citrons comme ça, il en reste un. C'est des petits citrons, oups, bah voilà, c'est fini, il est cueilli. Mais en fait c'est des petits citrons qui sont je dirais plus petits que les citrons classiques qu'on connaît et surtout ils ont une couleur beaucoup plus orangée. Leur goût est aussi assez différent, je trouve que c'est un mélange entre le citron et la mandarine jaune. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, celui-là je vais le garder, je vais pouvoir le mettre au frigo pour l'utiliser prochainement. Mais voilà, donc cet arbre a exactement le même problème. Vous voyez les feuilles un petit peu palichonnes, pas hyper en forme. Tout ça, ça a poussé durant l'hiver et du coup, c'est pas le top du top, mais voilà, j'espère que ça s'arrangera aussi prochainement. En tout cas, je suis toujours aussi contente de cette collection de petits agrumes et surtout, j'ai hâte qu'ils refleurissent bientôt parce que ça sent tellement bon et c'est tellement joli.
Au passage, je vous montre aussi ça. Ça, ce sont des plantes grasses de nom inconnu. Je suis pas certaine de la variété. Mais en tout cas, je les mets aussi dehors en été. Et donc l'année dernière, elles avaient beaucoup poussé. Elles étaient bien fournies. Mais pendant l'hiver, elles se sont un peu dénudées. Elles n'étaient pas au top. Donc là, j'ai tout recoupé en petits morceaux. J'ai tout étalé un peu partout. Et ça va enraciner. Et comme ça, il y a des nouvelles pousses qui vont pouvoir sortir. Et d'ici quelques mois, elles devraient être de nouveau super jolies. Ensuite, si je passe juste au-dessus de ce canapé, nous avons un spécimen un petit peu triste. C'est mon géranium lierre qui est le même que celui de l'année dernière en fait, parce que figurez-vous, je l'ai laissé tout l'hiver dehors et qu'il a complètement survécu. Certes en se dénudant beaucoup, mais ça c'est plus récent en fait. Il a perdu plein de feuilles, je pense qu'il avait plus vraiment de quoi s'abreuver correctement, la terre était trop sèche, trop compacte. Et en plus je pense qu'il avait aussi un problème de gros manque de nutriments parce que ses feuilles étaient vraiment toutes jaunes, toutes palichonnes. D'ailleurs on en voit encore quelques-unes je pense. Vous voyez un peu comme ça là. Voilà. Donc voilà, j'ai retiré toutes les feuilles qui étaient pas en forme. Et je lui ai donné plein de nouveaux nutriments, j'ai bien enrichi sa terre, je l'ai bien arrosé. Et du coup là j'attends de voir s'il va bien reprendre. J'ai l'impression quand même qu'il y a des petites pousses qui commencent à ressortir, vous voyez, des petites feuilles qui commencent à pousser le long des tiges. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas encore complètement perdu. Donc au lieu de racheter un géranium, j'essaye d'abord de voir si celui-ci va vraiment reprendre du poil de la bête et redevenir un peu joli. Parce que dans ce cas là je préfère le garder lui, quoi, c'est mieux. En tout cas aussi, en attendant, dans tous les cas, je profite de sa floraison parce que je sais pas si vous verrez, mais il est rempli de boutons et il commence à fleurir de partout. Donc ça, j'avais de toute façon pas envie de le jeter. Je vais en profiter autant que je peux et croisons les doigts pour qu'il redevienne un peu plus esthétique prochainement. Ensuite, par ici, nous avons... ça, c'est une petite rose trémière. Donc je vais vous montrer l'étiquette. Voilà, c'est une rose trémière double rose. Sachant qu'ici, juste là, voilà, j'ai une rose trémière blanche que j'avais déjà l'année dernière. Je pense que vous avez pu voir des photos. C'est une plante que j'aime énormément et qui en plus plaît assez aux bourdons notamment. Donc j'en ai racheté une autre cette année et sachant que la plupart des fleurs que je prends pour cette terrasse sont roses, parce que c'est mon combo préféré, le vert et le rose. Voilà, du coup j'ai pris cette deuxième variété. Je suis pas certaine qu'elle fleurisse déjà cette année parce qu'elle a l'air quand même un peu jeune. Donc on verra ce que ça donne, sinon ce sera pour l'année prochaine. Et celle-ci, pareil, je sais pas trop parce que comme vous voyez, elle a été un peu abîmée cet hiver. Donc je sais pas exactement comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va quand même fleurir? Pas sûr. Peut-être qu'il faudra attendre aussi l'année prochaine. Mais bon, dans tous les cas, je les ai et il n'y a plus qu'à être patiente. Ici, juste à côté des roses trémières, nous avons cette plante grimpante qui est aussi une nouveauté chez moi. Et ça c'est une clématite, la variété Inspiration si je ne me trompe pas, qui a des très jolies fleurs, un peu aussi dans les roses, lilas un peu. Donc c'est une plante grimpante, l'idée c'est de la faire grimper un peu sur tous ces petits roseaux. Et elle fleurit a priori pendant l'été, donc vers juillet il me semble, juin-juillet. Donc voilà, ça fera une belle touche de couleur, j'ai hâte de la voir fleurir parce que c'est la première fois que j'ai une clématite. Donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'elle appréciera quand même à peu près le soleil brûlant de cette terrasse. Ici à côté, oups, je leur fais de l'ombre. Ça c'est mes petites pousses de chêne. Dans les deux cas, ce sont des glands en fait qui ont été lâchés par les oiseaux et qui sont tombés dans des pots et qui ont germé. Et du coup, je les ai récupérés et je les ai plantés chacun dans un pot individuel pour leur donner une chance. Parce que c'est bien aussi de faire pousser des arbres, surtout que les arbres au niveau écologique, c'est encore plus efficace que n'importe quelle plante en termes d'oxygène, etc. et de dépollution. Donc voilà, je les laisse pousser tranquillement. Ensuite, je reprends un peu de distance pour vous montrer l'ensemble de ma petite table fleurie. Et puis on va y aller plus en détail. Ici, donc, cette fleur un peu rose avec des petits pompons, c'est une scabieuse rose, scabiosa en latin. Et alors ça, c'est une fleur qui est géniale parce que c'est donc une vivace, c'est-à-dire qu'elle revient chaque année, vous la plantez et ensuite vous l'avez voilà, pour un certain temps. Et ces fleurs plaisent énormément aux abeilles. Vraiment, l'année dernière, j'avais vu à quel point elles venaient tout le temps sur la petite plante que j'avais. Donc cette année, j'en ai racheté 2 pots supplémentaires. Et en plus, je la trouve trop jolie cette plante. C'est hyper champêtre, quoi. Ça donne un effet ouais, un peu campagne comme ça. J'aime beaucoup l'esthétique. Donc ça fait plaisir autant aux abeilles qu'à moi. Ici, cette plante fleurie comme ça, toute blanche, c'est mon oranger du Mexique ou mon choisilla. Donc ça, vous l'avez vu aussi plusieurs fois, je pense, dans mes plants de tour.
C'est une plante absolument géniale aussi à avoir sur une terrasse. Je vous la recommande vivement parce que c'est une plante qui survit très bien à l'hiver. Elle est très rustique, donc aucun souci pour la laisser tout l'hiver dehors. Elle se débrouille. Et ensuite au printemps et même après encore une fois en été, elle fait des très belles petites fleurs blanches comme ça. Là elle est presque en fin de floraison, donc vous la voyez même pas dans sa splendeur la plus absolue, mais c'est encore très joli comme vous voyez. Et ces petites fleurs, elles sentent le miel, donc c'est un vrai délice. Quand on passe tout près, on les sent. Et alors pour les abeilles, c'est le festin absolu. Moi, les petites abeilles que j'ai, qui sont là-bas dans la petite maisonnette, ça a été honnêtement leur nourriture principale ces dernières semaines. Elles adorent absolument cette plante, donc moi je suis ravie, et surtout que c'est tellement joli, franchement c'est hyper décoratif. Ici, alors ça c'est pas une plante fleurie encore, mais c'est en prévision de sa floraison parce que c'est une népéta. Donc vous savez, c'est une plante, je sais pas comment on appelle ça en français, une plante à chat. Vous savez, les chats adorent ce genre de plante, ils se frottent dedans, etc. Mais en tout cas, leur floraison est hyper adorée des abeilles aussi. Donc je l'ai mise là et dès que ça fleurira, je sais que les abeilles vont en faire un festin. Ici, c'est un petit plant de fraisier. Tous mes fraisiers commencent à fleurir, comme vous voyez. Donc les fruits, ce sera pour dans quelques semaines, je pense. Ici, nous avons une petite fleur dont je ne me souviens plus le nom. En tout cas, c'était un essai pour voir si les abeilles allaient l'aimer. J'étais pas tout à fait sûre parce que je trouve que c'est une plante peut-être un peu pas assez native pour elles. Et effectivement, finalement, ça leur plaît pas trop. Mais c'est pas grave, du coup, ça reste décoratif. Je la trouve super mignonne. Encore une autre scabieuse rose ici. Et ensuite, en passant de l'autre côté, j'arrive ici sur un fuchsia. Donc les fuchsias, c'est une plante très commune, hein. Moi j'aime bien sans plus, mais en fait je les ai achetés principalement pour les bourdons parce que c'est super mignon. En fait les bourdons ils adorent ces fleurs, c'est trop drôle en fait à observer, vraiment je vous invite à regarder si un jour vous avez l'occasion de voir. En fait ils arrivent, ils atterrissent sur ces petits filaments qui sont les pistils je pense, et ensuite ils s'accrochent et donc ils montent et après ils rentrent dans la petite cloche comme ça, et là-haut ils vont s'approvisionner en nectar, et donc on voit juste leurs petites fesses qui dépassent. Donc c'est vraiment hyper drôle et hyper mignon. Donc voilà, ça c'est pour eux. Elle est pas en hyper grande forme, je me demande si c'est pas aussi une question de chlorose, ou alors c'est simplement que je l'ai laissé se déshydrater un peu trop, parce que je sais qu'elle a besoin d'un sol assez frais, assez humide, et comme vous voyez c'est rarement le cas ici. Elle est vraiment en plein soleil, donc elle brûle un peu. Il faudrait que je la paille, que je paille son terreau. Déjà ça l'aiderait un petit peu plus je pense. Donc voilà, une petite activité à faire ce week-end. Ici, je me rappelle plus le nom en français, mais c'est une Aguilegia, il me semble, en latin. Donc c'est une fleur que je trouve assez jolie, assez délicate. En fait elle m'évoque presque, je sais pas, les orchidées ou quelque chose comme ça. Elle a un feuillage aussi très délicat, assez découpé comme ça. Ça me fait un peu penser à une plante qu'on trouverait dans les bois par exemple. Et donc cette plante je l'avais achetée aussi sous les recommandations de mon fleuriste pour les abeilles, et finalement elle l'aime bien mais sans plus. Donc je pense que c'est peut-être simplement elles ont tendance à pas trop aimer les hybrides ou les plantes qui sont voilà, un peu trop manipulées par l'homme, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Mais je vais quand même la garder et continuer à la cultiver parce que je me dis que au bout d'un moment peut-être qu'elles vont s'habituer, et que la plante aussi en étant cultivée naturellement sera peut-être un peu plus attractif pour elles. Donc voilà. J'en ai un deuxième petit pot ici qui est en moyenne forme. Il a aussi séché, en fait ces plantes sèchent très très facilement, et comme c'est tellement le four sur cette terrasse, c'est un peu difficile parfois de maintenir le niveau d'humidité correct, mais bon voilà. Ensuite si je descends sur le sol, là nous avons d'autres petites choses. Ici, je vais m'éloigner pour que vous voyez, c'est mon fameux pêcher nain. Celui-là vous en avez entendu parler quand même pas mal depuis plus d'un an. Donc l'année dernière je vous avais raconté que erreur de débutante, je n'avais pas pensé à polliniser ces fleurs parce que au moment où il avait fleuri, il était sur mon balcon, là où il y a quasiment aucun insecte qui passe, et du coup la floraison n'avait pas été pollinisée naturellement, et moi j'avais pas pensé non plus à le faire. Donc je n'avais pas eu de fruits, mais cette année voilà, j'ai appris de mes erreurs, et du coup non seulement j'ai pollinisé moi-même les fleurs à la main en passant voilà, titiller chaque fleur avec un petit coton-tige, mais en plus en fait les abeilles que j'ai donc dans la petite maison là-bas sont venues aussi un peu le polliniser d'elles-mêmes, et le résultat c'est que cette année si tout va bien je vais avoir des fruits. En tout cas les fleurs ont été pollinisées. Je vais vous montrer des petits exemples si j'arrive à faire la mise au point. Voilà, ça vous voyez c'est un futur petit fruit par exemple. Il y en a un autre par ici aussi par exemple, et celui-là est même encore plus gros. J'espère que vous verrez quelque chose parce que la luminosité est vraiment pas au top.
Voilà, donc ces petits fruits c'est trop mignon parce qu'en fait ils ont vraiment déjà un aspect de mini pêche, parce que je sais pas si vous verrez mais ils sont déjà un peu tout poilus, tout dufteux comme les pêches. Donc voilà, je suis super contente d'avoir réussi ce défi et j'ai super hâte de voir si voilà, la fructification va se continuer avec succès. Notez quand même que cette année mon pêcher, comme beaucoup de pêchers, a été assez touché par ce qui s'appelle la cloque du pêcher. C'est un petit champignon qui est très courant pour cette espèce, mais j'ai éliminé déjà la majorité des feuilles qui étaient atteintes. On en voit encore un petit peu par ici, vous savez, c'est très reconnaissable parce qu'en fait les feuilles deviennent comme ça boursouflées et ensuite elles deviennent un peu rouges. Donc voilà, j'ai éliminé la majeure partie. Pour l'instant, il se trouve qu'il lui reste quand même pas mal de feuilles qui sont saines, donc je pense que ça devrait pas trop le déranger. Mais c'est vrai que plus le champignon se développe, plus l'arbre perd potentiellement de feuilles, donc au bout d'un moment ça peut être un peu problématique. Donc il faudra que je me renseigne vraiment pour essayer les traitements préventifs pour la prochaine fois. Mais en tout cas pour cette année, je pense que ça devrait aller. Ici, ce que vous voyez là, c'est tout simplement mes petits semis du moment. À part les poivrons qui ont besoin quand même de plus de chaleur, donc je les laisse à l'intérieur, ils sont tous là. Donc j'ai plusieurs variétés de tomates. Ça c'est des tomates Matina il me semble, ça c'est une tomate de taille à peu près normale. Et ensuite j'ai des tomates cerises, donc tomates sweetie et tomates poire jaune il me semble. Donc tout le monde a bien germé, tout le monde se développe bien, et donc je vais commencer à les rempoter dans des pots plus grands et plus individuels, notamment ceux qui sont bien grands comme ça y est, ils ont besoin d'être rempotés. Ici, ce que vous voyez ici et qui a grand besoin d'être rempoté aussi, ce sont des semis de courges Jack B. Little, qui sont des toutes petites courges trop mignonnes. De toute façon, vous verrez, je vous ai listé toutes les variétés que je cultive cette année dans un article dédié, donc je vous remettrai le lien pour que vous puissiez le voir si vous l'avez raté. Et ensuite ici, les 4 petits plants que vous voyez là, qui sont un peu jaunâtres, c'est mes semis de courgettes rondes de Nice. Alors eux, je les ai déjà rempotés pourtant il y a peut-être 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais ils se développent avec une vigueur incroyable. Donc comme vous voyez, ils commencent un peu à jaunir. Enfin, que les cotylédons là jaunissent, c'est normal, mais que les vraies feuilles jaunissent, c'est un peu moins normal. Mais en fait, quand on regarde par en dessous, on comprend très bien. C'est que, vous voyez, comme ça, voilà, vous voyez mieux. En fait, ils ont déjà besoin d'être rempotés de nouveau parce qu'ils ont déjà rempli tout leur pot. Ils manquent de nutriments et d'espace, donc c'est pour ça qu'ils jaunissent. Ils sont un peu frustrés là pour se développer, donc ça va être une autre tâche pour aujourd'hui, dans les prochains jours, c'est de les rempoter cette fois dans des grands pots pour qu'ils puissent commencer vraiment à grandir comme il le faut. Sachant que je pense qu'il est encore un peu tôt pour les planter dehors, mais je vais quand même me renseigner. Si je peux les planter directement dans leur lieu définitif, je le ferai. Et sinon, il y aura encore une étape entre temps, c'est-à-dire un grand pot, mais encore à l'intérieur, avant de les planter définitivement, quand il n'y aura plus de risque qu'ils aient trop froid. Ici, juste à côté, c'est une vraie jungle, c'est mon bac d'aromates. Donc en fait, au départ, j'avais 4 variétés là-dedans, et maintenant j'en ai plus que 3. Parce que mon romarin est mort durant l'hiver. Il avait tenu l'hiver dernier, mais pas cet hiver, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, vous avez ici de la lavande qui se porte bien, qui repousse bien chaque année. Toutes les pousses un peu plus colorées que vous voyez, ça c'est toute de la nouvelle croissance. Ici, ce monstre, c'est mon thym citron. Donc c'est un thym qui est légèrement panaché, je sais pas si vous verrez, mais il est un peu panaché de jaune. Il n'est pas tout vert. Et voilà, il se développe beaucoup. Alors vous voyez qu'il a des parties assez dénudées quand même à la base. Et du coup il n'est pas hyper beau. Et en fait j'ai appris récemment que c'est parce que chaque année il faut le tailler, le couper pour l'inciter à créer plus de feuilles. Et je ne l'ai jamais fait alors que ça fait 3 ans que je l'ai. Du coup c'est pour ça qu'il est un peu comme ça. Mais bon, j'aime bien ce côté un peu cascadant quand même. Il est quand même plutôt chouette. Et le parfum de ce thym citron c'est génial. Vraiment... Si vous trouvez cette variété, je vous la recommande parce qu'elle est très très bonne, ne serait-ce qu'en infusion par exemple ou dans des plats. Et ensuite ici, ce monstre, c'est ma mélisse citronnée. Donc ça c'est une plante aussi qui est super pour les tisanes et aussi à couper en petits morceaux, par exemple dans une salade de fraises. Ça apporte un petit goût citronné, comme son nom l'indique, très frais. Et voilà, c'est hyper chouette et ça se cultive hyper facilement, c'est comme la menthe, ça envahit tout et ça pousse hyper bien. Vous pouvez aussi laisser tout ce genre de bac dehors tout l'hiver sans problème. Les plantes comme ça méditerranéennes gardent leur feuillage en hiver, celles-ci, généralement toutes les branches sèchent et meurent un peu, mais elles repartent de la base. Donc tout ça, en fait, tout ce que vous voyez, c'est de la nouvelle croissance qui est sortie depuis, je dirais, le mois de février ou mars.
Donc comme vous voyez, c'est très vigoureux, ça fonctionne bien. Et alors elle résiste à tout parce que c'est aussi la 3e saison que je la cultive. Et elle a eu des pucerons, elle a eu franchement de tout genre de maladies. Et à chaque fois, voilà, je coupe et ça repart. Vraiment, elle est increvable. Donc je vous la recommande vraiment, notamment si vous êtes débutant. Ensuite, juste à côté, alors ça c'est sans doute le truc le plus triste de cette terrasse, c'est mon pot de tulipes. Je sais pas ce qu'il en a été pour vous, mais alors moi les tulipes cette année c'est un désastre absolu. Je sais pas si c'est parce que j'ai voilà, acheté des bulbes qui étaient pas bons, ou si c'est, et ça je pense que c'est ma théorie la plus plausible, si c'est parce que l'hiver a été tellement doux qu'en fait elles n'ont pas eu assez froid et que du coup elles se sont pas développées correctement. Parce que les tulipes ont vraiment besoin d'une grosse période de froid pour ensuite partir vigoureusement. Donc voilà, vous voyez il n'y a que allez, 4 plantes qui sont restées à peu près vertes et qui se sont développées un peu normalement. Le reste c'est du grand n'importe quoi, c'est sorti tout fluet, ça a séché, etc. Et parmi celles-ci, il y en a une seule qui a fleuri pour l'instant, alors qu'on est fin avril, quasiment début mai. Et là il y en a encore quelques-unes qui peuvent sortir, mais la fleur est absolument minuscule, enfin c'est vraiment, franchement c'est un désastre. Et tous mes autres pots ça a été pareil, donc voilà, ça c'est un peu triste mais bon. C'est comme ça, parfois ça marche, parfois ça marche pas, c'est la nature. Ensuite l'accès direct est un peu plus difficile, donc je vais vous montrer d'ici, mais cette plante que vous voyez zigzaguer là sur ma clôture, tout là, voilà, c'est mon jasmin étoilé. Donc ça c'est une plante hyper chouette parce que c'est pareil, ça reste tout l'hiver dehors sans aucun souci, c'est hyper rustique. Et en été, ça fait des belles fleurs blanches qui ont un parfum de jasmin absolument divin. Ça peut sentir franchement à 1 ou 2 mètres à la ronde, donc c'est hyper agréable. En plus, on peut la faire voilà, monter comme ça sur des rambardes ou sur ce que vous voulez. Un treillis par exemple, donc ça fait un effet assez chouette. Et voilà, celle-ci, elle part un peu partout, mais là j'essaye en fait, de la faire partir, vous voyez. J'essaye de la faire partir un peu comme ça, parce que je me dis aussi que ça va peut-être plaire aux abeilles, donc... voilà, on verra ce que ça donne, mais ça c'est l'une de mes plantes aussi de base que je recommande vraiment parce qu'elle est toute simple à cultiver, hyper résistante, jamais aucun problème et sa floraison est un vrai plaisir. Ensuite je me baisse juste là pour vous donner un petit aperçu juste là. Ce petit conifère en pot que vous voyez c'est un pin écossais, un Scots Pine que j'avais commandé directement du Royaume-Uni via eBay. Ça c'est vraiment une culture purement... de valeur émotionnelle évidemment, puisque comme vous le savez j'adore l'Écosse et j'avais envie de cultiver une espèce native de là-bas, quelque chose qui soit typique de là-bas. Donc à part les chardons, il y a effectivement le Scots Pine qui est un arbre absolument fabuleux que moi j'adore, que j'ai vu plusieurs fois évidemment dans les paysages là-bas. Et donc j'ai décidé de le cultiver en tout cas jusqu'à ce que sa taille ne soit plus gérable. Mais voilà, pour l'instant il est tout petit donc c'est largement faisable. Au pire je pourrais même essayer de le transformer en bonsaï si je veux le garder quand même longtemps. Donc voilà, il est en bonne forme, je sais pas si vous voyez mais il y a plein de petites pousses sur le dessus et sur les côtés d'un vert un peu plus tendre. Donc clairement il est en bonne voie pour se développer cette année, ce qui est hyper chouette. J'ai hâte de le voir grandir, ça me fait plaisir d'avoir un petit bout d'Écosse avec moi. Ensuite si je remonte, hop, ça c'est un autre des joyaux printaniers de ma terrasse. Et c'est un lilas nain, donc un Syringa meyeri. Cette plante je l'avais achetée l'année dernière en fin de floraison malheureusement en jardinerie. Donc j'avais profité un petit peu de quelques fleurs mais vraiment pas grand chose. Et là en fin d'hiver je l'ai retrouvée remplie de boutons et donc là ça y est, ça fait quelques semaines qu'elle fleurit. Elle est d'ailleurs en fin de floraison, je sais pas si vous verrez mais il y a des parties qui sont déjà un peu sèches. Et c'est un vrai bonheur parce que non seulement c'est très joli évidemment, ça fait une sorte de buisson un peu violet parme. Mais en plus le parfum en fait ça a beau être une variété naine, le parfum du lilas est le même. Donc ça sent vraiment là pour le coup tout autour. Quand on passe à côté on perçoit son parfum et c'est un vrai bonheur. Et ça supporte très bien d'être en pot, vous voyez c'est un pot de taille raisonnable. Et pourtant il a fleuri hyper bien donc vraiment si vous avez un petit coin je vous le recommande comme plante, c'est vraiment un vrai bonheur. Et même après la floraison c'est joli parce que ça fait un buisson avec ces petites feuilles, toutes petites feuilles comme ça tendres qui sont super mignonnes. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. Donc voilà, vraiment très recommandé. J'adore cette plante, je suis trop contente de l'avoir. En passant, puisque je suis là, je vous montre juste 2 minutes ma petite maison pour les abeilles. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment sur Instagram. Je vous mettrai le lien du petit post où je vous en avais parlé. Mais voilà, en gros c'est un nichoir à abeilles solitaires. Et donc je l'ai installé là en mars dernier. Et l'idée c'est d'offrir voilà, ces tunnels aux abeilles solitaires pour qu'elles puissent venir y déposer leur cocon.
Et voilà, comme ça petit à petit on a de plus en plus d'abeilles, on les aide à se reproduire en sécurité. Moi je suis hyper contente de les avoir, c'est trop drôle à observer, je peux y passer des heures franchement. Et en plus ça aide beaucoup quand on a des cultures maraîchères, fruitières, etc. puisqu'elles pollinisent hyper bien tout ça. Donc non seulement je les aide, mais en plus elles m'aident aussi. Et le tout aide l'environnement, donc que demander de plus. Je vais juste vous montrer au passage. Vous allez voir, je pense, une fois qu'ils sont remplis, elles bouchent les tunnels avec un petit peu de terre. Par exemple, ceux-là là, sont bouchés. Donc voilà, et elles sont occupées toute la journée à les butiner, pondre et remplir leurs tunnels. C'est assez intéressant à voir. Voilà. Ensuite, on descend à côté de la maisonnette. Et ici, nous avons un chèvrefeuille. C'est une variété qui, il me semble, s'appelle American Beauty, qui est super jolie. Je l'ai choisie pour ses jolis coloris. Et aussi parce que le chèvrefeuille, c'est ma nouvelle passion. L'année dernière, j'en ai acheté un. D'ailleurs, il est juste là. Ça, c'est un chèvrefeuille qui est sous forme d'arbuste, alors que là, on est sur quelque chose d'un peu plus grimpant, plus classique. Mais le parfum de ces fleurs, c'est juste incroyable. Les abeilles les adorent, moi j'adore aussi. C'est joli et en plus, une fois que la fleur est terminée, si on laisse la plante telle qu'elle, elle va former des petites baies, des petits fruits rouges, qui ensuite sont très appréciés des oiseaux, donc notamment en automne, si on les laisse, les oiseaux peuvent venir les picorer pour se nourrir avant l'hiver, ce que je trouve très chouette. Donc c'est vraiment une plante qui me tient à cœur pour ça, parce qu'elle est tout bénef pour tout le monde. Et donc ça, c'est l'autre petite variété que j'ai, un autre chèvrefeuille. Je ne me rappelle plus le nom exact du cultivar, mais je vous le remettrai. Et donc ça, comme je vous le disais, c'est vraiment un arbuste, hein, vous voyez, c'est une forme comme ça avec un petit tronc. C'est très pratique, on peut le tailler aussi très bien. Et de fait, je sais pas si vous verrez, mais il va bientôt fleurir. Les boutons sont en place, donc j'ai très hâte. Ici, juste derrière, c'est ma lavater, qui est l'une de mes plantes préférées aussi sur cette terrasse. Elle fait partie de la même famille que les roses trémières, donc elle ressemble un petit peu. Et elle ressemble aussi un petit peu aux hibiscus. Je vous remettrai le lien aussi d'une photo que je vous avais montrée l'année dernière. J'ai dû tout recouper en début de printemps parce qu'elle était touchée par la rouille, qui est un champignon. Ça arrive souvent hein, avec l'humidité de l'hiver. Donc c'est pas grave, j'ai tout recoupé. Et comme vous voyez, elle a bien repoussé. Alors en revanche, je ne sais pas si du coup elle va être quand même capable de fleurir cette année. Parce que je sais pas si elle fleurit vraiment sur les nouvelles tiges ou sur les plus anciennes tiges. Donc on verra dans tous les cas, même si elle fleurit pas. En fait j'aime bien ces petites feuilles comme ça qui vont grimper le long de la paroi, donc rien que ça serait joli, ça fait un petit effet un peu champêtre aussi. Et si elle fleurit, alors là je serais trop contente parce que ces fleurs rose mauve là, elles sont splendides et les abeilles les adorent aussi, donc c'est un vrai bonheur. Et l'année dernière elle m'a vraiment apporté énormément de joie. Ensuite ici, alors ça c'est toujours le même pot que j'ai depuis plusieurs années. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, il me semble, dans mon plan de tour. De base c'est une potée fleurie que j'avais achetée en jardinerie. Donc il y avait un mélange de différentes fleurs et il y avait cette plante panachée magnifique. Il me semble qu'on appelle ça du lierre terrestre, je vous remettrai le nom exact. J'avais laissé ensuite tout l'hiver et au printemps dernier je me suis rendu compte que le lierre repoussait. Et les pétunias aussi. Et en fait, du coup, j'ai continué à le laisser dehors tout l'hiver. Et cette année, c'est la même chose. Donc j'ai tout ce nouveau lierre terrestre qui a poussé. Tout ça, c'est nouveau parce que c'est repoussé de la base. En plus, il fleurit et c'est super mignon. Regardez ces petites fleurs mauves. Franchement, c'est pas adorable. Trop cute. Et encore une fois cette année, le pétunia est toujours là. Après 2 hivers dehors. Pourtant, je pense pas que c'est une plante rustique, mais étonnamment... elle reste là, elle veut survivre. Et donc voilà, cette année elle est même déjà en train de fleurir avec une jolie fleur rose comme ça. Ici juste là c'est une sauge ornementale que j'avais achetée aussi pour les abeilles qui l'adorent absolument. Et ça c'est pareil, c'est une plante vivace. Donc chaque année les tiges vont un peu sécher, mourir, etc. Donc on coupe tout et tout repart du pied. Donc tout ça, tout ce que vous voyez c'est tout reparti depuis aussi genre le mois de février ça commence à pousser. Tout est neuf et voilà, ça va refaire des tiges. Ça fait des fleurs en épi un peu rose-violette comme ça, c'est très beau. Et ça sent bon en plus. Quand on bouge les feuilles, ça sent un peu comme de la sauge classique, celle qu'on mange. Là, nous avons un petit pot qui est un peu triste mais qui devrait bientôt aller mieux. En fait, c'est mon plant de scabieuse rose. Donc vous vous souvenez, la scabieuse, c'était cette plante-ci. La petite rose, là, les pompons roses.
Et donc c'est une plante vivace, hein, donc elle revient chaque année, sauf que j'ai fait une erreur en fait en fin d'hiver. J'ai vu des feuillages et vous voyez que ces feuilles sont un petit peu différentes quand elles sont jeunes. Elles sont beaucoup moins découpées, elles sont plus rondes. Et du coup en voyant ça je me suis dit mince, ça doit être des adventices, enfin ça doit être des mauvaises herbes entre guillemets. Il faut que j'enlève tout pour ne pas asphyxier la plante et qu'elle puisse repartir ensuite. Et en fait c'était une grosse erreur parce que toutes ces petites feuilles c'était les nouvelles feuilles de cette même plante. C'était pas du tout une mauvaise herbe, c'était la plante que je cultive. C'est juste que c'était la première fois que je voyais cette plante en version nouvelle pousse et du coup voilà, les erreurs ça arrive. Du coup comme j'avais tout coupé, elle n'était pas tout à fait en forme. Pas ravie que j'ai tout arraché ses feuilles évidemment. Donc voilà, je l'ai chouchoutée, je l'ai bien réarrosée, je lui ai redonné de l'engrais etc. Et là elle a recommencé à sortir des nouvelles pousses, donc j'espère que ça va aller. Mais je pense que oui. Du coup je pense que j'ai pas mal retardé la floraison avec toutes mes histoires, mais bon, c'est pas grave, comme ça il y en aura pour plus tard. Le fait d'étaler la floraison pour les insectes c'est très bien, comme ça ils ont de la nourriture sur plus longtemps. Ici, ça aussi je vous l'avais déjà montré l'année dernière, c'est mon pot d'Echinacea. Donc les Echinacées c'est des fleurs très très jolies qui ressemblent un peu à des grosses marguerites avec un cœur très bombé. Et ça aussi les abeilles et les pollinisateurs en général l'adorent. C'est la 3e saison que j'ai ce pot. J'ai l'impression quand même qu'elle commence à s'épuiser un petit peu parce que je dois avoir 1 ou 2 pieds à tout casser là. Mais peut-être que les autres vont arriver après. Si je vois que j'en ai pas assez et qu'il faut vraiment renouveler un peu mon pot, bah, je leur achèterai d'autres plus tard. Mais je lui laisse quand même d'abord sa petite chance. Et voilà, j'ai hâte de voir ces fleurs qui arrivent je dirais vers la mi-été quoi, vers juillet. Ici j'avais dû déjà vous le montrer aussi, juste à côté c'est mon petit géranium vivace, donc une sorte de géranium sauvage, natif, qui fait aussi des jolies petites fleurs, mais qui a jamais été hyper content chez moi. Je pense qu'il a trop de soleil, je l'arrose pas assez bien, etc. Mais bon, il vit quand même sa petite vie, ça fait, je pense que c'est aussi la 3e saison que je l'ai, donc comme quoi il est quand même assez résistant. Ça c'était une potée de fraisier bio que j'avais trouvé en jardinerie, je pense que c'était il y a 2 ans aussi, 2 ou 3 ans. Elle a eu un petit peu mal à repartir cette année, je pense qu'elle avait beaucoup séché, mais alors les fraisiers vraiment, ça aussi si vous êtes débutant, c'est vraiment la plante increvable. Donc voilà, même si je l'avais complètement négligée, oublié de l'arroser, etc., qu'elle a passé tout l'hiver dehors sans protection, elle repart, elle finit par partir. Elle a été plus longue que les autres à la détente, mais ça y est, là c'est bien reparti. Je lui ai donné de l'engrais, j'ai bien nourri son sol. Et là je pense qu'on va être parti de nouveau pour une belle récolte. Ensuite si je monte ici, nous avons mon hydrangea. Donc c'est un cousin de l'hortensia classique qu'on connaît, mais avec des fleurs paniculées. Donc ça s'appelle un hydrangea paniculata. Le cultivar Limelight, qui a des fleurs d'une sorte de blanc crème. En fait ça commence presque comme un blanc vert, puis avec le temps ça devient un peu blanc crème, ivoire, et ça finit en rosé à la fin vers l'automne. Donc ça fait un joli camailleux qui avance joliment dans le temps. J'aime beaucoup cette plante, elle est très très belle. Elle a vraiment des grosses grappes là comme ça de fleurs partout qui se balancent un peu dans le vent, enfin, c'est vraiment magnifique. La seule chose qu'il faut faire c'est la tailler au début du printemps, donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, on taille comme ça pour... en gros je taille au moins 1/3 de la plante, on peut aller même jusqu'à la moitié. Et ensuite ça repousse tranquillement, donc les nouvelles feuilles sont trop belles, d'un vert tendre, bien vif là. L'année dernière, elle avait eu des problèmes de chlorose, je pense que je vous avais montré ça dans le plan de tour d'été. Donc cette année, je l'ai bien renforcée en fer et j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Et pour éviter les futurs déséquilibres, j'ai essayé aussi de bien faire reposer l'eau avant de l'arroser avec. Parce que l'eau du robinet, voilà, je pense que c'est ça qui fait surtout le problème principal. En tout cas, voilà, cette plante fleurit à peu près en juillet. Donc pour l'instant, c'est pas encore parti, mais déjà rien que le buisson est très joli. Ici, hop, pour un peu de distance, nous avons mon figuier, toujours là avec les années. Il était encore assez nu jusque très récemment, mais ça y est, maintenant sa croissance a bien démarré. Pour la petite histoire, je pense que vous pouvez le voir aussi dans mon plan de tour de l'été l'année dernière. Il était rempli de figues l'été dernier. Malheureusement, je suis partie une seule semaine en vacances pendant l'été, mais c'était une semaine de canicule. Et il y a eu un petit problème d'arrosage malgré les précautions que j'avais prises. Et du coup il a trop séché et du coup toutes les figues ont séché et sont tombées. Je n'ai pas eu un seul fruit, c'était très très frustrant parce que c'était la première fois que j'arrivais à le faire fructifier depuis 3 ans. Donc voilà. Là maintenant je sais que vraiment je ne peux pas avoir une seule erreur en termes d'arrosage.
Donc je ferai très attention. J'ai hâte de voir les premiers mini fruits apparaître. Et voilà, j'espère que cette année ça ira et que j'arriverai enfin à obtenir ces fameuses figues. Ensuite, si je descends de nouveau en bas, ici nous avons mes 2 Buddleia. Donc ces plantes, c'est ce qu'on appelle aussi communément les arbres à papillons. Je pense que vous en avez sans doute déjà vu ou déjà entendu parler. Ils ont des fleurs aussi un peu comme ça paniculées qui font des sortes d'épis. Et qui sont, alors celui-là elles sont un peu plus bleutées il me semble, et celles-là elles sont un peu plus roses, rose-violet. Et ça attire énormément les abeilles, les bourdons, les papillons, toute la faune locale qui adore ça. Donc c'est pour ça que j'en cultive, sachant qu'attention c'est une plante qui est assez invasive. Donc si vous voulez en acheter un cultivé, je vous recommande très fortement de choisir une variété stérile. Ou alors de bien couper les fleurs dès qu'elles commencent à sécher, juste après la floraison, pour éviter justement qu'elle ne dissémine ses semences, voilà. Mais alors là, comme vous verrez, j'avais déjà un peu ce problème l'année dernière. Je sais pas si c'est de la chlorose, sans doute. Mais vous voyez, il a aussi plein de feuilles assez jaunes. Et alors le petit, c'est encore pire. Mais bon, en attendant, elles sont quand même là. C'est aussi une plante qui résiste très bien à l'hiver et que je vous conseille vivement si vous êtes débutant. Ensuite, si je tourne par ici, et je veux me décaler sinon il y a mon ombre. Ça c'est une vieille jardinière tout simplement avec des anciens radis qui étaient semés là et que j'ai laissé monter en graines parce que je m'en suis pas occupée. Ce genre de fleurs ça plaît aussi beaucoup aux insectes, donc ça fait de la nourriture en plus pour eux, donc je vois pas de raison de les supprimer. Juste au-dessus nous avons ma jardinière de fraisiers. Ça c'est des fraisiers bio que j'avais acheté à un petit producteur sur le marché bio d'Amsterdam. L'année dernière il a fait une quantité de fraises mais absolument hallucinante. Ils sont extrêmement productifs, donc c'est génial, et les fraises sont vraiment délicieuses. Elles ont presque un petit goût de bonbons, mais je connais pas du tout la variété en fait, donc c'est dommage. En tout cas, le secret avec les fraisiers, c'est d'enrichir énormément leur terre au début de la saison. Donc moi j'ajoute plein de fumier en granulé notamment, et ensuite je continue à leur donner de l'engrais liquide tout au long de la saison. Et avec ça, ça fait des tonnes de fleurs et des tonnes de fruits, voilà. Vous pouvez aussi changer tout le terreau avec du nouveau terreau pour plantes potagères si vous le souhaitez. En tout cas, quelque chose de très riche, c'est important parce qu'elles sont très gourmandes. Et aussi, elles ont besoin d'avoir un pied assez frais. Donc pensez aussi à bien pailler. Comme vous voyez, elles commencent déjà à fleurir aussi. J'ai hâte de pouvoir goûter de nouveau ces fruits. Ensuite, je redescends par ici. Et là, nous avons une petite nouveauté. Je vous en avais un peu parlé dans mon article de programme de potager 2020. C'était l'un de mes rêves et j'ai pu le réaliser. Je me suis acheté un petit framboisier. C'est une variété qui est assez précoce, c'est-à-dire qu'elle fructifie en été au lieu de genre la fin d'été, l'automne. Donc d'ici juillet, je pense que juillet-août maximum, on a les framboises, ce qui est super. En revanche, c'est une variété non remontante, c'est-à-dire qu'une fois que les fruits sont sortis, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, donc je pense que l'idéal, c'est quand même d'avoir plusieurs pieds pour pouvoir avoir un peu plus de quantité, parce qu'un seul petit pied non remontant, ça va pas nourrir les foules, je peux vous le dire, mais voilà, si j'en trouve d'autres, j'en achèterai d'autres avec grand plaisir. Mais en attendant, je suis déjà super contente d'avoir celui-là. En plus, il est trop mignon et je l'ai mis dans un pot rose. Tout ça, c'est des pots de récup, hein. Mais je trouve que ça lui va bien, ça va trop bien avec son feuillage et ça va être joli aussi avec la couleur des framboises. J'ai trop hâte. Ça, c'est des semis que j'avais fait, mais avec des vieilles graines, et du coup, le taux de succès est, on peut le dire, très médiocre. Mais c'est des oignons de rebouillon. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement repiquer l'autre un peu plus loin, parce que là, les deux seuls qui sont sortis sont tout rapprochés. Mais voilà, je pense que ça peut quand même éventuellement marcher, je l'espère en tout cas. J'aimerais bien réussir à avoir des oignons, parce que ce serait la première fois que je le ferais. Et puis en plus, ceux-là peuvent se récolter jeunes pour être utilisés comme des oignons verts, vous savez, des oignons jeunes. Et j'adore ça, donc j'aimerais vraiment réussir. On va voir ce que ça donne. Ici, nous avons un autre petit pied de fraise. Il me semble que celui-là, c'est un fraisier ananas. C'est-à-dire que c'est une fraise blanche, qui a une couleur blanche, enfin en tout cas, disons un peu crème, que j'avais eu très jeune, il me semble, l'année dernière. Il m'avait donné 1 ou 2 fraises seulement. Mais les fraisiers, c'est vraiment une plante qui devient de plus en plus productive avec l'âge aussi. Quand elle est toute jeune, elle fait seulement quelques fruits, mais ensuite ça va mieux. Donc voilà, on verra si cette année c'est un petit peu mieux, mais sinon j'en ai d'autres, vous allez voir. Ici, c'est ma palette. Vous savez, j'avais fait une jardinière en palette de récup. Je vous remettrai le lien du tuto qui est sur mon blog, parce que c'est le genre d'activité assez chouette à faire en ce moment si vous êtes bloqué et que vous avez un petit espace pour faire ça. C'est vraiment pas du tout profond, donc en fait même sur un balcon ça marche très bien. Donc tout ça, ce que vous avez là, c'est de la menthe, vous l'avez sans doute reconnu. Alors la menthe, c'est une plante connue pour être invasive,
Et autant vous dire que clairement c'est le cas, puisque dans ce compartiment j'ai toujours des fraisiers, encore des fraisiers ananas, un peu de menthe et du basilic. Alors le basilic évidemment est mort parce que ça ne tient pas l'hiver, mais si vous voulez, ce plant de menthe il faisait cette taille là quoi. Et pendant l'hiver il s'est bien développé, et ce printemps je l'ai retrouvé comme ça, c'est-à-dire qu'il a carrément commencé à pousser depuis les racines en sortant de ce tissu géotextile. Et là il s'est complètement développé, donc il va jusque là. Alors heureusement qu'il est dans un compartiment fermé, parce que sinon je pense qu'il commencerait à envahir carrément tous les autres bacs. La seule chose c'est que du coup ça étouffe beaucoup mes fraisiers je pense. Comme vous verrez ils sont là, mais ils n'ont pas beaucoup pu pousser par rapport à ceux qui sont de l'autre côté. Vous allez voir la différence est vraiment frappante. Regardez-moi ces fraisiers là, ça c'est donc exactement la même variété, toujours un fraisier ananas, et ça n'en finit pas de fleurir, ça s'est bien développé. C'était un tout petit fil l'année dernière, il y avait peut-être 2 feuilles quoi. Mais là du coup, contrairement à l'autre, elle avait vraiment l'espace de se développer. Et comme vous voyez, c'est le genre de plante qui peut vraiment bien se porter même dans un tout petit espace en palette comme ça. Donc voilà, j'ai trop hâte du coup d'avoir pas mal de fraises ananas. Parce que c'est vrai que c'est une variété assez originale qu'on trouve pas vraiment dans les commerces habituels. Donc ça c'est l'avantage de faire pousser soi-même ses légumes et ses fruits, c'est que on peut avoir des variétés vraiment originales. Et ici, cette petite touffe que vous voyez, c'est ma ciboulette. Elle aussi, elle a vécu tout l'été dernier dehors. Ensuite, elle est restée tout l'hiver dehors et elle n'a pas du tout perdu ses feuilles. En fait, tout ça, c'est les mêmes feuilles que ce qu'il y avait l'année dernière. C'est pratique, je trouve, d'avoir toutes ces petites plantes vivaces. Parce que vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai pas eu besoin de racheter cette année. Et particulièrement dans le contexte actuel, c'est fort appréciable de pas devoir dépendre des commerces, quoi, forcément. Ensuite, on arrive presque au bout. Nous avons ici 3 rosiers. Donc ce rosier-ci, c'est celui que vous connaissez déjà. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Il était dans mes vidéos l'année dernière, etc. C'est un rosier Renaissance, si je ne me trompe pas. Je vous répéterai le nom exact de toute façon. L'année dernière, il avait eu pas mal de problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était rempli de pucerons déjà dès le printemps. Je me rappelle que quand je l'avais taillé au printemps, il était déjà infesté. Et ça a duré toute la saison en fait. Il n'a jamais été hyper top au niveau du feuillage. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fleuri d'une générosité franchement. Il fait des grosses fleurs rouges qui sont parfumées, mais c'est un bonheur. En fait, moi, je cultive que des rosiers parfumés parce que sinon, je vois pas l'intérêt. C'est pas du tout un parfum de rose un peu désuet, de vieille dame comme on pourrait l'imaginer. C'est un parfum frais, presque un peu fruité. Oh là là, c'est vraiment magique. Et donc, il y a différents types de rosiers, mais celui-là, c'est un rosier grimpant. En fait, bon là il a été taillé parce que je le taille à la fin de l'hiver chaque année pour qu'il puisse repartir plus vigoureusement. Et comme ça aussi ça stimule la floraison. C'est pour ça qu'après j'ai des grappes et des grappes de fleurs. Faut vraiment pas avoir peur de couper parce que c'est hyper bénéfique. Et du coup en fait, donc là il est petit mais il va finir par monter tout ça. Et souvent il est même plus grand que cette taille là après quelques mois. Donc voilà, j'ai trop hâte et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous montrer que ça y est, le premier bouton de rose est là. Donc la première rose va arriver d'ici quelques jours, quelques semaines. Et du coup comme j'aime tellement les roses et que je vois qu'ils fonctionnent hyper bien sur ma terrasse, je pense qu'il y a beaucoup de soleil et du coup ça leur plaît bien et c'est pour ça qu'ils fleurissent bien. J'en ai acheté 2 nouveaux cette année. Donc voilà, je les ai plantés assez récemment dans ces gros pots. Il faut des pots assez grands si on veut quand même qu'elles se développent bien. Et donc les 2 variétés que j'ai choisies, je vais vous montrer. Voilà, celle-là c'est la Louise Audier. Vous voyez, ça fait des... Oh là là, ces fleurs, mais j'ai tellement hâte, ça va être magnifique. Les 2 sont roses, hein, d'ailleurs, vous verrez, parce que le rose, c'est quand même la couleur que je préfère. Et la Louise Audier, je l'ai choisie parce qu'elle est très résistante, on peut lui faire confiance, elle fleurit de manière très stable, etc. Donc je sais que ça devrait a priori bien se passer. Pour l'instant, évidemment, c'est juste un tout petit buisson. En plus, j'ai eu un problème lors du rempotage parce que j'ai cassé pas mal de ses racines sans faire exprès. Du coup elle a eu un petit choc mais ça y est, elle s'en est remise et je pense qu'à partir de maintenant elle va pouvoir commencer à repousser tranquillement. Et celle-ci c'est voilà la Madame Isaac Pereire et celle-ci elle tend plutôt, vous voyez, à s'ouvrir comme ça, à retomber sur l'extérieur, donc c'est très très joli aussi. Et donc évidemment toutes les 2 sont parfumées hein, aussi. Celle-ci, il n'y a pas eu de problème à la plantation, elle est hyper vigoureuse et elle commence déjà à pousser, ce qui est le signe qu'elle s'est bien installée, donc tant mieux, j'ai trop hâte de voir leurs fleurs. Ici, si je repasse à côté, j'ai des petites plantes, voilà, ça c'est des petites alpines, des petites plantes grasses rustiques. J'arrive plus à me souvenir du nom, j'ai un gros trou, il y a un nom commun en français
très courant. Bref, vous reconnaissez sûrement. En tout cas, j'avais récupéré, je pense, 3-4 petites rosettes comme ça d'une plante de ma maman et elle a envahi tout le pot en 1 ou 2 ans, donc voilà. Ce qui est rigolo, c'est que normalement elle est verte et chez moi elle est rouge. Donc je sais pas exactement à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est le froid? Je suis pas tout à fait sûre, mais voilà. En tout cas, c'est rigolo. Et ce que vous avez ici, c'est un géranium citron qui normalement tend à complètement sécher en hiver et repartir du pied, mais cette année en fait il a pas mal résisté. Donc c'est pour ça que en fait il est assez haut, il a des troncs un peu cette année parce que du coup c'est les anciennes tiges qui sont restées. Donc ça fait qu'il est peut-être un petit peu moins esthétique, mais ça me faisait de la peine de tout recouper alors qu'il avait vaillamment résisté, donc c'est pas grave, je le laisse comme ça. Et je sais pas si vous verrez, mais il va bientôt fleurir aussi. Alors c'est pas une plante qu'on cultive pour les fleurs, hein. Il a des fleurs assez petites, un peu moins remarquables en tout cas qu'un géranium classique, mais ça fait quand même toujours plaisir. Et du coup j'ai oublié de préciser, mais c'est un géranium citron, ou plutôt citronnelle, je pense que je confonds, parce qu'en fait quand on frotte ses feuilles, ça sent vraiment la citronnelle. Donc c'est censé repousser les moustiques. Je suis honnêtement pas hyper convaincue, mais en soi j'adore les plantes parfumées, donc c'est un vrai plaisir pour moi de l'avoir quand même. Et ensuite juste derrière, ce qu'on a, c'est un sédum. C'est l'un des sédums les plus classiques, vous connaissez sûrement cette plante, qui est très jolie parce qu'elle a un feuillage évidemment de plantes grasses, comme ça, avec des petites découpes au bout des feuilles, je sais pas si vous verrez. Et à partir de la fin d'été, je dirais, peut-être mois d'août, mois de septembre, selon les températures, il commence à fleurir avec des grosses grappes de toutes petites fleurs roses. Donc c'est très intéressant pour étaler au maximum la période de floraison, pour avoir de quoi nourrir les abeilles aussi longtemps que possible, du coup jusqu'à l'automne. Et en plus, ça a beau être une plante grasse, c'est pas du tout une plante de désert hyper chaud, hein. Donc en fait, elle résiste dehors tout l'hiver sans aucun souci. C'est-à-dire que, comme plusieurs des plantes que je vous ai montrées, toutes les tiges finissent par tomber, par sécher, etc. Et à partir de la fin d'hiver, elle repart du pied. Donc tout ça, tout ce que vous voyez, c'est tout nouveau en fait, ça date de février-mars. Au passage, je vous montre aussi les trucs moches de ma terrasse. Ça, c'est tous les gros pots de l'année dernière où je cultivais mes poivrons et mes tomates qui sont restés là. Donc ils attendent patiemment que je les vide. Et ensuite, évidemment, je les utiliserai de nouveau cette année pour planter les tomates et les poivrons que je suis en train de faire grandir. Et pour terminer ce tour, on arrive par ici sur ma glycine. Ouais, elle est toujours là. Et je vais vous redire la même chose à son sujet que l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément hyper ravie là où elle est parce que je pense qu'elle a trop de soleil, elle a trop chaud, il y a trop de vent. Donc en fait elle fleurit pas, elle n'a jamais vraiment refleuri. Mais je l'aime bien quand même et je la laisse, d'une part parce que je trouve que son feuillage c'est quand même très joli, hein. Regardez dans le vent là, c'est trop beau. C'est tellement léger, gracieux. Je trouve ça trop joli et puis de manière générale la glycine c'est l'une de mes plantes préférées. Alors évidemment plutôt pour ses fleurs. Dont j'adore vraiment le parfum, je trouve ça absolument sublime. Je sais de toute façon que les glycines en pot, généralement ça marche pas très bien, mais voilà, juste pour la valeur sentimentale, encore une fois, j'aime bien en avoir une chez moi, et puis voilà, comme je disais, c'est quand même très joli. Et bien voilà les amis, je pense que cette fois j'ai fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. En tout cas évidemment j'ai pas pu rentrer forcément dans le détail de tous les soins que je donne à chaque plante, mais de ce côté là vous pouvez retrouver quand même plusieurs articles de jardinage avec des conseils du genre sur mon blog, notamment mes conseils pour réussir son potager en pot et mes conseils pour jardiner de façon écologique, ainsi que quelques principes à suivre pour pouvoir aider les abeilles dans sa façon de jardiner. Donc voilà, je vous remettrai les liens de tous ces articles évidemment sous cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné quelques idées pour les cultures que vous pouvez faire sur votre balcon, sur votre terrasse, dans votre jardin même, ou ne serait-ce qu'un rebord de fenêtre, pour certaines choses ça fonctionne. Et comme l'année dernière, j'essaierai de vous faire un petit update d'ici à cet été, probablement autour du mois de juillet, pour vous montrer un peu comment les choses ont évolué et surtout pour faire un point un peu plus poussé sur les cultures potagères, puisqu'à ce moment-là elles seront a priori en pleine fructification. Voilà pour le programme des prochains mois. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout surtout, j'espère que ça va pas été trop long. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.